En 1980, c'est-à-dire à la toute fin des années Giscard, sortait un des derniers films dossiers, comme on aimait en produire dans les années 70, où le pouvoir était encore assez fort pour autoriser une relative liberté d'expression dans la presse, à la télévision et bien entendu au cinéma. La femme flic est à classer parmi les films qui ont exploré les dessous de la société contemporaine en soulevant le tapis sous lequel se cachent corruption, chantage et assassinat politique, où sont impliqués les élus, les magistrats, la police et un ensemble de citoyens à une espèce de société dans la société où la frontière entre crime et légalité n'est jamais claire, parce que dans ces films à caractère polémique, qui mettent les pieds où on ne les met plus du tout de nos jours, certains aspects fondamentaux du problème ne sont jamais nommés avec précision, mais les oreilles attentives sauront à quel moment on les sous-entend. Yves Boisset, cinéaste corrosif, spécialisé dans la critique civique, qui a mis plus d'une fois le doigt là où ça fait mal, s'était déjà attiré quelques ennuis en 1976 avec le juge Fayard dit le shérif, où un juge incorruptible attaquait de front la police politique de l'État nommé le SAC, dans un film qui, effectivement, révélait à ceux qui ne le savaient pas encore que l'État avait à son service une organisation secrète composée d'anciens militaires, de voyous, d'hommes de loi et d'officiers de police judiciaire pour mener des actions violentes au service d'intérêts privés. La femme flic est un film construit sur le même schéma, qui développe la même problématique et qui socialement balaie tout aussi large, où une jeune inspectrice de police mène une croisade pour démanteler un trafic d'enfants dans lequel sont impliqués tout un ensemble d'individus, depuis le simple citoyen jusqu'aux puissances d'argent, avec la complicité de la police et de la justice. C'est surtout le seul film avec les balais écarlates de Jean-Pierre Mocky à traiter ouvertement de la prostitution infantile à une époque où le sujet était totalement tabou, voire inimaginable pour le grand public à qui le film s'adresse. Un auteur n'aurait pas abordé le sujet avec la même clarté et l'information serait restée plus confidentielle. La femme flic, c'est l'affaire Outreau, 30 ans avant l'affaire Outreau, bien que dans le film, les familles des victimes ne vendent pas à proprement parler leurs enfants à un réseau de prostitution, mais on est dans les mêmes milieux avec les mêmes implications, les mêmes causes et conséquences qui aboutissent à la même impunité. Un des grands intérêts des films de Boisset est qu'ils ne se bercent pas d'illusions quant aux chances de ces personnages à venir à bout des institutions corrompues auxquelles ils s'attaquent. Pour le juge Fayard, la femme flic ou le candidat du prix du danger, la partie se terminera forcément très mal. Le petit David a les bras trop courts pour faire tomber le géant Goliath et la victoire du héros solitaire n'existe vraiment qu'à Hollywood. Si le film s'appuie sur quelques affaires médiatisées à l'époque, les commissariats et les gendarmeries étaient remplis de ce genre de dossiers sur lesquels on n'enquêtait pas, ou si on enquêtait, les enquêtes aboutissaient systématiquement dans une impasse parce que la police et la justice étaient bloquées par les réseaux de pouvoir qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Les seuls crimes d'enfants connus dans ces années-là sont ceux de Brigitte Devèvre à Bruay-en-Artois en 1972, l'affaire Patrick Henry en 1974 et l'insidieuse affaire du pullover rouge la même année, affaires au sujet desquelles on ne parlait pas encore de rabatteurs ou de réseaux pédocriminels pour lesquels travaillaient déjà les kidnappeurs d'enfants. La femme flic est un film qui est resté longtemps invisible, plus pour des questions de droit d'auteur qu'à cause de la nature de son sujet, et bien que celui-ci soit brûlant, sans pour autant aller jusqu'au bout des choses, il a pris avec le temps la valeur d'un document parce qu'il témoigne de ce qui n'a plus du tout été possible d'aborder à partir des années Jack Lang. Le film n'use pas de symbolisme ni de double sens comme dans les films qu'on a déjà commentés sur la chaîne. C'est du cinéma brut de décoffrage où tout est montré au premier degré, ce qui en fait les qualités autant que les défauts. Qualité parce que ce niveau de lisibilité est accessible au plus grand nombre. Défaut parce que le spectateur qui aime se prêter au jeu de lecture entre les lignes risque de rester un petit peu sur sa faim. Ici, on ne suggère pas, on déballe. Précisons aussi que la femme flic se présente comme un plaidoyer féministe qui met en scène un personnage féminin dans un milieu exclusivement occupé par des hommes
pour qui les femmes n'ont pas leur place dans la police. Sa qualité est justement d'éviter le cliché d'une femme flic grande gueule à la Annie Girardot au profit d'une femme timide et introvertie dont la détermination n'apparaît que plus accomplie. Le personnage de l'inspectrice, magnifiquement interprété par Miu Miu, est d'emblée montré comme un élément perturbateur du commissariat où elle est en fonction, ce qui motive qu'on se débarrasse d'elle en la mutant dans une autre région, en l'occurrence le Nord-Pas-de-Calais, dans une cité minière où tout, depuis les commerces jusqu'à la clinique, appartient à la fortune locale, un dénommé Schuller. Une atmosphère dans laquelle nous avait plongé Henri Verneuil 4 ans plus tôt dans Le corps de mon ennemi, film dont le gros défaut, Belmondo oblige, était de mettre en scène un héros à l'américaine, mais dont les qualités étaient de nous plonger dans la même atmosphère de domination de classe chez les héritiers de Germinal, ce roman anti-peuple, tel que désigné dans cet excellent essai de Paul Lejeune, qui résonne assez bien avec le film d'Yves Boisset. L'arrivée de Miu Miu en territoire hostile où elle va prendre ses nouvelles fonctions d'inspecteur de police n'en est pas moins ancrée dans une réalité banale qui n'est pas sans nous rappeler le cinéma de Maurice Pialat, celui de l'enfance nue et de Passe ton bac d'abord. Cette timide inspectrice de police aura affaire à un commissaire autoritaire et aboyeur, campé par le remarquable et hélas trop rare Jean-Marc Thibault, qu'on avait déjà vu en entrepreneur en bâtiment corrompu dans Le Juge Fayard. D'un strict point de vue de l'observation sociale, le film nous déracine complètement du flic bourgeois et souvent réac, tel qu'on le voyait encore dans les années 70, et on nous amène vers les néo-flics, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'on va rencontrer dans les années 80. Ce genre de flic prolétarisé, d'autant plus malmené par sa hiérarchie, quand son enquête le conduit au-delà des clôtures du pouvoir, et plus précisément pour y mettre à jour des affaires de mœurs qui, en la circonstance, peuvent confondre bourgeoisie et prolétariat culturel. Ce prolétariat anti-bourgeois que le film pointe comme un instrument de combat sociétal qui s'arrête pourtant au pied des crimes commis sur les enfants. C'est pour cette raison exacte que le film n'a pas du tout été aimé par la critique de gauche issue de cette révolution sexuelle à laquelle on a volontairement omis de donner ce qu'elle a de plus abject dans sa définition. On lance une pique bien sentie contre cette gauche libertaire post-68arde quand l'inspectrice partage un repas avec une troupe de théâtre associatif dont les membres se montrent agressifs envers elle quand ils apprennent qu'elle est dans la police, et tout au long du film, on se montrera impitoyable à l'égard de cette gauche anarchisante, en apparence, mais ignoble dans ses profondeurs. C'est cependant à la 32e minute du film que le véritable sujet est abordé. L'inspectrice est envoyée chez un boulanger que sa fille accuse de viol, tandis que sa mère vient de faire une tentative de suicide, parce qu'elle avait découvert ce que son mari faisait sur sa fille. Elle interroge l'adolescente qui lui avoue être la victime de son père depuis l'âge de 12 ans, dans le plus parfait déni de son entourage. Scène non seulement inédite dans le cinéma français, où l'inceste était au contraire sublimé, dans le cinéma Louis Malle en particulier, mais rarement évoqué dans le cinéma tout court, sinon dans un film tel que Chinatown, où un père engrossait sa propre fille, mais nous étions dans un tout autre milieu social et à une époque différente. Ici, la jeune fille raconte dans le détail de quelle manière son père la viole, jusqu'à lui faire un enfant qui va la contraindre à avorter. Elle décide d'aller voir les gendarmes lorsque son père commence à violer sa jeune sœur, qui n'a même pas 10 ans, que l'inspectrice va alors confier à la DAS. Institution au sein de laquelle les enfants étaient on ne peut plus maltraités, mais le film ne s'y attarde pas par souci de ne pas alourdir un sujet déjà pesant. L'inspectrice, dont on aurait pu croire, de par la manière d'introduire le personnage, qu'elle aurait une relation amoureuse avec le directeur de la Maison de la Culture, va au contraire se confronter violemment à lui. Pour ce gauchiste qui prêche des idées abstraites sur la révolution sociale, le viol d'une enfant n'est qu'un détail. À 43 minutes du film, une jeune fille est retrouvée morte au pied des terrils, ce qui envoie l'inspectrice et son collègue chez un docteur inspiré de Louis-Ferdinand Céline, personnage qui va donner de précieuses indications sur les forces en présence. Il refuse de témoigner sur ce qu'il aurait pu voir ou entendre au sujet du meurtre de la gamine
assassiné près de chez lui, parce qu'on lui a fait payer assez cher ce qu'il a pu écrire sous l'occupation, convaincu que ses accusateurs sont toujours à l'œuvre. Accusateurs, évidemment, que dénonçait Céline le vrai dans ses pamphlets. En prolongeant de 20 ans la vie de l'auteur de Voyage au bout de la nuit, le film ne serait-il pas en train de lui redonner en 1980 des paroles écrites sous l'occupation allemande? Et rétrospectivement, les crimes d'enfants ne se verraient-ils pas endossés à travers ce film par ceux qui accusèrent Céline à la Libération et jusqu'à aujourd'hui? L'expertise médicale démontre que la jeune fille assassinée avait, à 12 ans, des rapports sexuels réguliers depuis longtemps. Rapports non consentis, forcément avec des adultes, reste à savoir lesquels. C'est un syndicaliste qui va aider l'inspectrice à tirer sur le fil de la vérité, alors que la hiérarchie cherche farouchement à accuser le médecin que ses idées et son mode de vie désignent comme un coupable idéal. La piste mène d'abord l'inspectrice vers le photographe de la Maison de la Culture, condamné plusieurs fois pour attentat à la pudeur, joué par Nils Arestrup, à qui on peut trouver une certaine ressemblance avec celui qui, à la même époque, racontait comment se faire déshabiller par un enfant de 5 ans dans une émission littéraire où les contempteurs de Céline avaient d'ailleurs eu la part belle en 1977. On a de nouveau une scène qui insiste sur la haine des gauchistes à l'égard de la police quand elle ouvre les dossiers qui pourraient les impliquer, ceux de la pédophilie. Le directeur de la Maison de la Culture, pieux de tolérance et d'ouverture d'esprit, se montre à ce moment-là d'une inexpiable haine à l'égard de la jeune inspectrice. L'antisémitisme du docteur est de nouveau évoqué comme prétexte à un crime pédophile dont ils veulent absolument l'accuser. À 1h04 du film, l'investigation auprès du photographe de la Maison de la Culture permet de découvrir des photos pédophiles, dont celle de la gamine retrouvée assassinée, ainsi que des revues porno d'enfants, ce qui mène l'inspectrice vers un homme d'église qui lui révèle que ces revues sont vendues dans un sex shop qui appartient à un certain colonel Morange. L'homme d'église est incarné par Philippe Cobert, qui prouve là quel acteur de composition il aura été en jouant l'exact contraire de ce qu'il semble avoir été dans la vie. La rabatteuse du chef de réseau, en l'occurrence ce fameux colonel Morange, est une femme totalement insoupçonnable qui tranche complètement avec l'image traditionnelle qu'on peut se faire d'un prédateur. Il s'agit d'une dame d'un certain âge qui tient un commerce, et on peut y voir ici une allusion plus que probable avec la fameuse rumeur d'Orléans, qui est d'ailleurs citée dans le dialogue à travers le commissaire de police. La filature de l'inspectrice aidée par le syndicaliste lui permet de comprendre comment le réseau fonctionne. Les enfants sont conduits à des clients bourgeois qui les amènent chez eux pour les violer, avec leurs hommes de main chargés d'intimider les curieux, ce qui n'empêche pas la coriace inspectrice à procéder à l'arrestation des petites mains du réseau, dont le photographe pédophile, qui menaçait de balancer tout le monde si on l'arrêtait, mais qui, manque de chance, se pend dans sa cellule et ne pourra donc jamais parler. On aura compris que le commissaire ne veut pas que l'enquête aille plus loin, il est tenu par sa hiérarchie et par le chef du réseau, militaire de grande taille, aux cheveux gris, à qui a pensé Boisset, dont les protagonistes de ces films sont très souvent inspirés de personnages réels, et à qui a-t-il pensé à travers le personnage du grand industriel de Schuller, dont le gendre est impliqué dans le réseau. Comme on s'en doutait, le procureur arrêtera l'enquête et forcera l'inspectrice à démissionner de la police. En ce sens, le film est parfaitement exact. À ce jour, aucun réseau de prostitution infantile n'a été démantelé en France, hormis celui d'Outreau, dont les coupables ont cependant été réhabilités en dépit des victimes qui persistent à les accuser. On a donc vu dans La Femme Flic un réseau de trafic d'enfants dans lequel sont impliqués un haut gradé de l'armée, un industriel, mais aussi une association culturelle d'extrême gauche, théoriquement ennemie des premiers, pourtant liés à eux par les mêmes crimes, autrement dit, tout un tissu social dont l'impunité est fort probablement le fait d'une fraternité maçonnique qu'on ne cite cependant jamais. Dans un film fait par un cousin français des spécialistes italiens des films dossiers qu'étaient Francesco Rosi et Damiano Damiani, Sidney Lumet aux États-Unis, pour qui non plus les tentacules des frères Trois Points ne rentrent jamais dans le champ de sa caméra.
Boisset, cinéaste étiqueté à gauche, qui déplaisait aux gens de gauche, allait tout de même très loin avec ce film en particulier, où il montre une évidente sympathie pour Céline, qu'il prétend d'ailleurs avoir rencontrée dans son livre de mémoire. Son cinéma et ses nombreux entretiens le définissent davantage comme un anarchiste de droite que comme un homme de gauche, et si l'industrie du cinéma entièrement contrôlée par les loges maçonniques l'a laissé aller jusqu'à l'obstacle, les années Mitterrand, avec Jack Lang, ministre de la Culture, ont dressé devant lui le drapeau rouge de la baignade interdite. Son film sur la France-Afrique, rendu impossible par le pouvoir socialiste, qui, joué par Belmondo, aurait sans doute servi davantage le divertissement que la réflexion politique, a quasiment mis un terme à sa carrière, et on aura tous remarqué que des films dossiers, tels que ceux de Boisset, certains films d'Henri Verneuil, certains films de Pierre Granier de Fer, certains films d'Alain Jesua, Mort d'un pourri de Georges Lautner, Trois hommes à abattre de Jacques Deray, Défense de savoir de Nadine Trintignant, des films tels que L'imprécateur et encore quelques autres, dont Le Professionnel, qui est peut-être une compensation à bon marché de ce qu'aurait pu réaliser Boisset avec Belmondo, eh bien tous ces films ont cessé d'exister à partir des années Jack Lang, qui a favorisé le cinéma vide des élèves de la FEMIS, contribution on ne peut plus efficace à la ruine du cinéma français. La femme flic, chef-d'œuvre du cinéma populaire social de ces années-là, a bien sûr été malmenée par la critique de gauche. Jean-Patrick Manchette qualifiait le film d'extrêmement ridicule dans Charlie Hebdo du 16 janvier 1980. Et même encore aujourd'hui, il semblerait qu'on ait du mal à le regarder en face. Dans un récent portrait d'Yves Boisset diffusé sur Ciné Classique, le film n'est même pas cité, alors qu'il s'agit probablement de ce qu'il a tourné de plus dérangeant. Miu Miu y tient, à mon avis, son meilleur rôle, et il est accompagné d'une magnifique musique de Philippe Sard. Nous citions plus haut l'affaire Christian Ranucci, dont on sait aujourd'hui qu'il était bel et bien coupable et qu'il travaillait comme Dutroux ou Patrice Allègre pour un réseau. Ranucci, ardemment défendu par des gens comme Gilles Perrault et surtout Robert Badinter, qui le citaient comme exemple de ce qu'il est possible de commettre de plus irréparable en matière d'erreurs judiciaires. Je vous recommande la lecture de ce livre où l'auteur démontre la culpabilité de Ranucci, bien que lui n'ait pas enquêté sur les réseaux auxquels il appartenait. En post-scriptum, je viens vous souhaiter une bonne et heureuse année qui sera, soyez-en sûrs, un pas de plus vers de nouvelles découvertes au sujet des mensonges avec lesquels on nous endort depuis si longtemps. La chaîne, vraiment active depuis mai dernier, est quasiment à 1800 abonnés, ce qui est un score absolument minable comparé aux chaînes de fitness et de conseils de maquillage, mais une performance tout à fait honorable pour une chaîne qui propose une grille de lecture assez casse-gueule sur le cinéma. J'assume pleinement tout ce que je dis dans chacune de mes publications, et les quelques trolls, assez peu nombreux toutefois, toujours des hommes d'ailleurs, qui viennent déverser leur bile en commentaire, ne savent pas à quel point ce qu'ils écrivent me laisse indifférent. Je produirai 1 à 2 vidéos par mois et plus, une par semaine comme je l'ai fait ces derniers temps, encore soumis à la nécessité de gagner ma vie, et chaque publication me prend quand même un certain nombre d'heures de travail. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.